Bonsoir à toutes et à tous. Il est difficile de vous accueillir aujourd'hui comme si samedi 7 octobre n'avait pas eu lieu, comme si depuis nous n'étions pas plongés dans la sidération et dans une profonde inquiétude. Mais il me semble que dans ces temps comme ceux-ci, on a besoin plus que tout d'être ensemble, de réfléchir ensemble, de penser. Et la littérature nous aide à cela. Et pour nous accompagner ce soir, on est vraiment très heureux que notre invitée soit la romancière Agnès de Sarthe, dont la plume et la voix nous ramènent vers le pouvoir des mots, vers ce qui nous constitue, vers nos fragilités, et toujours avec cet humour et cette tendresse dans laquelle ce soir, nous avons envie de nous lever ensemble. Donc merci beaucoup Agnès de Sarthe d'être avec nous. Merci Raphaël Léris, journaliste du Monde des Livres qu'on ne présente plus. Et je tiens également à remercier les éditions de l'Olivier, dont Le Château des Rentiers, dont nous allons parler ce soir, qui est le 24e livre d'Agnès de Sarthe qu'ils publient et qu'ils défendent toujours avec autant de passion. Donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon moment, en espérant qu'on arrive tous à s'extraire au moins quelques instants de ce qui se passe. Et je vous inviterai à retrouver Agnès de Sarthe à la librairie pour la signature de son dernier roman, mais vous pourrez aussi trouver une sélection d'autres de ses ouvrages pour adultes, pour la jeunesse et aussi des traductions. Très bonne soirée. Merci. Merci Sophie. Bonsoir. Alors si tout se passe comme prévu, on devrait évoquer, chère Agnès, ce soir votre parcours, vos influences, vos livres qui donnent aux enfants et aux adultes, puisque vous écrivez pour ces deux publics, l'impression d'accéder à une vie intérieure qui est plus grande, qui est plus intense, de toucher quelque chose de la profondeur de l'expérience d'être en vie. Le plus récent, Le Château des Rentiers, donc, est paru en cette rentrée à l'Olivier, et c'est une joie de constater qu'il est accueilli comme il le mérite presque, c'est-à-dire avec honneur, laurier et cri de joie. Pour le résumer très brièvement, il y est question de l'appartement du 13e arrondissement que vos grands-parents avaient acheté pour leurs vieux jours aux côtés d'amis et du phalanstère qu'ils ont ainsi improvisé. Il y est question du projet semblable que vous imaginez mettre en place avec votre propre bande. Mais il y est surtout question du temps qui passe, des strates d'êtres qui nous constituent, des morts qui nous accompagnent. Et bien peut-être que donc, pour cette heure de conversation qui sera suivie par des questions de la salle, on peut partir, même si on fera des petits allers-retours dans le temps et dans vos livres, mais partir de ce Château des Rentiers qui, dans votre œuvre conséquente, comme l'a rappelé Sophie, appartient à une veine peu explorée, la veine autobiographique. Avant cela, il y a eu Le Remplaçant en 2009 et Comment j'ai appris à lire en 2013. Dans le premier, comme dans le premier, comme dans Le Remplacement, il est largement question de votre grand-père remplaçant, Boris Tila, qui avait épousé votre grand-mère après l'extermination de son premier mari, le père de votre mère. Et dans Comment j'ai appris à lire, vous retraciez une histoire douloureuse avec la lecture et vous racontiez longuement comment la découverte d'Isaac Bashevis Singer vous avait ouvert les portes de la lecture et de la littérature. Et on retrouve Isaac Bashevis Singer en exergue du Château des Rentiers avec cette phrase « Dans la littérature comme dans nos rêves, la mort n'existe pas ». Alors, est-ce que c'est un hasard qu'on puisse tirer ces traits entre ces trois livres, qui sont vos trois livres autobiographiques ? Bonsoir tout le monde, merci d'être venu, malgré, pour, etc. Et merci Raphaël. Je voudrais d'abord dire que je n'ai pas publié 24 livres aux éditions de l'Olivier, je n'en ai publié que 14. Et encore, je ne suis même pas sûre, peut-être même moins. Mais c'est pas grave. Dans mon cœur, c'est comme s'il y en avait 24 000. Voilà. Et donc, merci Sophie de m'avoir prêté une œuvre si conséquente. Donc, la veine autobiographique, on y trouve le premier. J'appelle ça des accidents, les œuvres autobiographiques dans le reste du travail qui est souvent très fictionnel. Et même, j'ai presque envie de dire, hyper fictionnel. Et je reviendrai sur la citation de Singer à ce sujet. Donc, qu'est-ce qui me prend de temps en temps, alors que j'aime raconter des histoires qui ne me concernent pas et dans lesquelles je n'apparais pas, qu'est-ce qui me prend 3 fois de dire « je » et de parler de mes grands-parents, entre autres. Alors la première fois, ça a été une commande. C'était Olivier Cohen qui m'a demandé, mon éditeur donc, l'éditeur de mes 24 000
roman, qui m'a demandé, parce qu'il créait une collection qui s'appelait Figures libres, qu'il avait inventée et dont le motif, c'était, à chaque écrivain qu'il abordait, il disait dis-moi qui est ton héros. Et donc, il m'a demandé que je lui dise qui était mon héros. Et j'ai choisi Janusz Korczak, le pédagogue génial, pédagogue polonais génial, et le directeur de l'orphelinat du ghetto de Varsovie, et qui est une figure qui m'a toujours accompagnée et pour lequel j'ai une admiration sans borne. J'ai commencé à écrire sur Janusz Korczak, et je ne sais pas trop comment, je me suis mise à écrire sur Boris Jampolsky, mon grand-père de remplacement, celui que ma grand-mère a épousé après qu'elle avait perdu son premier époux qui avait été assassiné à Auschwitz. Et donc de Janusz Korczak, qui est quand même très présent dans ce livre, on est passé à Boris Jampolsky. Et puis comme je me suis mise à parler de Boris Jampolsky, qui pouvait parler de Boris Jampolsky à part moi parce que personne ne le connaissait? C'était un électricien qui travaillait à Paris, mais enfin, voilà, à part ses clients, peut-être qu'il aurait pu en parler. Donc, je me suis mise à utiliser le jeu. Mais c'était la première fois que je le faisais. Et ça ne me tentait pas du tout. Quand j'ai commencé à écrire, à publier des livres, c'était déjà le début de la vague de l'autofiction en France. Et moi, j'avais que très peu d'attrait pour ce genre et je m'y sentais pas du tout à l'aise. Je me disais, pourquoi parler de soi alors qu'on peut parler d'autre chose? C'était vraiment pour moi comme si on me disait, il y a la prison ou il y a le monde. Et je disais, la prison, oui, je vais rester là, oui, enfermée là, oui, tout à fait. Je ne comprenais pas comment on pouvait faire ce choix. Et en utilisant quand même ce jeu dans Le Remplaçant, je me suis dit, tiens, c'est amusant parce que ça déclenche des choses, l'écriture est différente, mais bon, j'ai refermé la boîte et puis je suis repartie sur l'aventure de l'autre, l'aventure de l'inconnu que procure la fiction. Et puis deuxième accident, Capucine Rua, aux éditions Stock, me commande un livre sur la littérature. Impossible à écrire pour moi. Je me dis, oh là là, je me vois comme Marc Fumaroli, pour ceux qui l'ont fréquenté, à la Sorbonne. Comme ça, alors, la littérature. Je me permets de me moquer de lui parce qu'un jour, pendant que je faisais une conférence, il a bavardé dans mon dos, je n'ai pas du tout apprécié. Donc, j'espère qu'il n'est pas dans la salle. Et donc, je me moyais. Je sais. Et donc, mais avec moi, les morts ont tendance à être dans la salle. Donc, et donc, je me voyais pas du tout faire le cours magistral à la façon d'eux. Et comme j'avais quand même envie de faire plaisir à Capucine Rua, je me suis dit que j'allais retourner la chose et plutôt que d'être du point de vue de l'écrivain, je me suis dit je vais parler de la lectrice que je suis. Et donc c'est devenu Comment j'ai appris à lire. Et dans Comment j'ai appris à lire, il y a je et ça y est, on est foutu. Dès les premières pages, on me rencontre à 2 ans et demi, les genoux en X, en train d'aller à un anniversaire d'enfant. Et voilà, c'est foutu pour la fiction, quoique. Et là, il est question de mon enfance, il est question des origines. Et ça, d'une certaine manière, vous posez la question, comment ça se fait qu'on retrouve les motifs, qu'on retrouve les grands-parents. Moi-même, quand j'écris de la fiction, il faut toujours que je parle de ce qui s'est passé avant. Je me dis, on ne comprend rien si on débarque comme ça. Donc, très vite, les antécédents arrivent. Donc, avec Comment j'ai appris à lire, voilà, c'était une autobiographie de lectrice, de moi lectrice. Donc, il y avait heureusement beaucoup de choses qui étaient laissées de côté. Et troisième accident, et là, c'est pas une commande. Les 2 premiers, j'avais au moins l'excuse de la commande. Là, j'avais aucune excuse. C'est juste que, alors que je faisais la vaisselle, j'ai senti une présence dans mon dos. Et alors, dans mon dos, il y avait mon mari et un de mes fils. Mais ce n'était pas cette présence-là que je sentais. Et alors, il faut dire que souvent, j'ai des idées en faisant la vaisselle. Et donc, des idées de livres. Bien pratique pour votre famille, cette affaire. Bien pratique, et oui, mais pas très pratique pour Darty, qu'on appelle peu pour réparer le lave-vaisselle parce que ça donne des idées. Donc, on ne sait pas très bien à qui ça profite, tout ça.
Et donc, j'étais en train de faire la vaisselle et la présence que je sens dans mon dos est très clairement celle de Tsila, ma grand-mère. Et bon, moi, me faire visiter par des personnes mortes, ça me va très bien. C'est un des plaisirs de la vie, je trouve. Et donc, j'étais pas très surprise. Mais c'était une présence qui avait beaucoup d'épaisseur, beaucoup de texture, beaucoup plus que dans un rêve, différente en tout cas. Il y avait une forme de présence injonctive, j'ai envie de dire. Même si ce mot n'existe pas. Mais bon, quand ils m'inviteront à l'Académie française, je proposerai bien sûr ce mot. Et aussi GE, qui est très pratique au Scrabble et qui n'existe pas. Donc voilà, mes projets pour l'Académie. Et donc, il y avait cette présence. Et à ce moment-là, je me suis tournée vers mon mari et mon fils qui étaient aussi là, eux, en chair et en os. Et je leur ai dit, « Ah, ça y est, j'ai trouvé mon prochain livre. » Et donc, « Ah bon, mais c'est quoi ?» Et j'ai dit, et la phrase est sortie sans que je l'ai prémédité, donc je ne savais pas vraiment, mais c'était en lien avec la visite de Tsila. J'ai dit, ça va être un livre sur les vieux. Et ils ont fait une tête... comme quand on voit que tous les yaourts sont périmés, qu'on se demande si on va les manger, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Et je leur ai dit, mais moi j'étais vraiment enchantée. Je dis non, mais ça va être très très bien. Hein. Parce que j'avais pas du tout parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai aucune confiance en moi, mais parce que j'avais bénéficié d'un moment d'euphorie au moment de l'apparition de ma grand-mère, parce que je pense que vu mon âge qui a basculé déjà de l'autre côté, où on commence à compter les années à reculons, voilà, on se met à compter différemment. Vous verrez, c'est pas la peine de s'en occuper maintenant. Mais enfin, à un moment, on se met à compter autrement. Et donc, comptant autrement, je me suis dit, ah, mais même si je compte autrement, j'ai quand même envie de continuer à pratiquer mon sport favori, qui est le saut en longueur dans le temps. Donc, s'envoyer plus tard pour voir comment ce sera merveilleux, parce que la guerre sera finie, parce que tout plein de trucs super. Tout ira mieux peut-être. Donc s'envoyer loin dans le temps. Et s'envoyer loin dans le temps, ça voulait dire s'envoyer à l'âge de ma grand-mère, par exemple. L'âge de ma grand-mère qui est toujours plus âgée que moi, même si à un moment, j'espère atteindre son âge. Et c'était très joyeux parce que ma grand-mère a vécu la fin de sa vie avec mon grand-père dans un immeuble qui donne le nom au livre, rue du Château des Rentiers, dans le 13e arrondissement. Et ils avaient acheté un petit appartement, là, dans les années 70. Et ils avaient dit à tous leurs amis d'acheter avec eux. Et donc, ils se sont retrouvés dans une sorte de colloque géante entre amis. Alors, il y avait aussi les autres gens de l'immeuble. Hein, c'était une tour, donc il y avait pas mal de monde. Mais eux, ils étaient là, et ils étaient là avec leurs amis. Et moi, ayant vu ça, je me suis dit, tiens, ça me donne une envie, une idée. Et en fait, quand je me suis souvenue de l'atmosphère qu'il y avait chez eux, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas la piste pour fabriquer une anticipation positive de quelque chose qui ne l'est pas forcément. Et donc, le projet, il est né comme ça. Alors, le fait qu'effectivement, ça tourne beaucoup autour de cette branche de ma famille, on va dire, les 3 livres. Quoique dans le deuxième, il est aussi beaucoup question de ma famille paternelle. C'est plus mélangé. Mais je crois que le fait d'écrire à partir de ce lieu, si on peut appeler ça un lieu, c'est-à-dire à partir de la disparition, puisqu'il est bien question de ça, puisque dans cette famille-là, la famille maternelle, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas survécu à la Seconde Guerre mondiale et qui ont été arrachées très prématurément. Donc, écrire à partir d'un lieu sombre ou d'un lieu de silence ou d'un lieu d'absence, c'est quelque chose de très vivifiant, assez étrangement. Peut-être qu'il y a une telle... c'est comme un appel d'air. L'absence appelle la présence, quelque chose comme ça. Vous disiez au tout début qu'en écrivant Le Remplaçant, vous aviez senti que ça faisait quelque chose de différent d'écrire à la première personne, puis que vous aviez refermé cette boîte. En ayant rouvert
à 2 reprises. Qu'est-ce qui est différent? Voilà, de quelle manière ça oriente le texte autrement, ou la manière dont vous réfléchissez l'écriture? C'est très paradoxal parce que alors qu'on pourrait penser qu'il y a beaucoup plus de dévoilement dans une écriture à la première personne, pour moi, il y en a beaucoup moins. Je me l'explique pas tellement, hein, donc je peux pas vous l'expliquer, mais c'est beaucoup plus ludique d'une certaine manière, pour moi en tout cas. Mais peut-être parce que c'est exotique, parce que c'est quelque chose que je pratique pas beaucoup. Donc quand je le fais, c'est c'est les vacances, voilà. Et aussi, il y a moins la pesanteur du canon, le canon littéraire. Un roman, un roman. Moi, si ça fait 80 pages, est-ce que c'est un roman? Ben non, un roman, non. Alors non, c'est pas assez gros pour un roman, ça. Et un roman, il y a des chapitres. Et un roman, il y a des personnages. Et il faut alterner les dialogues et les je sais pas quoi. Et voilà, le canon, quoi. Et puis une poésie, il y a des trous. Enfin, il y a des tas de canons. Même si on s'en fiche, même si on ne les maîtrise pas, même si on ne les connaît pas, on les subit. Avec l'écriture à la première personne, c'est n'importe quoi. Et moi, j'adore ce n'importe quoi. Et plus j'avance en littérature, plus j'aime ce n'importe quoi. C'est-à-dire inclassable, c'est hybride. Il y a des histoires, parce qu'il y a plein d'histoires dans ce livre. C'est un livre où il y a du jeu, mais il y a beaucoup de il, elle, etc. Et il y a des anecdotes. Des récits, des dialogues, il y a plein de choses. Et je crois qu'il y avait une envie de liberté qui était très forte et que ce jeu, finalement, utilisé comme je l'utilise, c'est-à-dire qu'il est complètement subverti, en fait, parce que comme je vous le disais, j'ai l'impression d'absolument pas me dévoiler. Il n'y a rien de la confession, il n'y a rien de cet ordre-là, en fait. C'est beaucoup plus du jeu JEU. C'est jouer avec moi en tant que personnage que je pourrais être. Et là, je reviens à la phrase de Singer, parce qu'elle est très importante dans la littérature comme dans nos rêves, la mort n'existe pas, ce qui est quand même une phrase inouïe de la part aussi de quelqu'un qui disait de la littérature qu'elle ne pouvait certainement pas sauver le monde, qu'elle pouvait au mieux nous distraire un instant du désastre humain. Et ben, c'est déjà pas mal. Parfois, il ne faut pas être trop ambitieux. Et donc, pour quelqu'un qui disait ça, c'est quand même énorme comme déclaration, le fait de dire la mort n'existe pas. Dans nos rêves, ça, on l'a tous constaté, en tout cas, je vous le souhaite, les morts nous visitent. Ils nous visitent en étant vivants, en bon état, la plupart du temps. Ils nous parlent, ou alors ils apparaissent. Et c'est très plaisant, moi, je trouve. Et c'est un vrai cadeau de l'inconscient et de la vie psychique et de la vie humaine que de pouvoir avoir encore cette possibilité. Et dans la littérature, comment ça se passe? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Ça veut dire que, bien sûr, quand je lis Marcel Proust, je suis en conversation avec Marcel Proust, qui existe et qui est bien vivant pendant que je le lis. Donc, il est vivant. Donc, voilà, la mort n'existe pas. Aussi, comme quand on écrit « on est le chef », ben, s'il y a un personnage qui meurt, on peut le faire revenir. C'est pas du tout un problème. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et ça se passe très bien. Les personnages résistent à la mort, enfin vraiment comme on résiste au lavage, quoi. Vous pouvez vraiment les zigouiller, hop, ils reviennent et ça se passe très bien. Ils sont intacts. Donc, et puis, la troisième manière d'entendre cette phrase, c'est aussi sur le fait que si la mort qui est l'ultime limite, la limite qui est notre limite commune,
Parce qu'il y a sûrement dans la salle des gens qui savent faire le grand écart, par exemple. Bon, moi, je m'arrête bien avant. Nous n'avons pas la même limite. Mais nous mourrons tous, même limite. Alors, cette limite ultime, il nous dit que dans la littérature, elle n'existe pas. Alors moi, quand j'entends ça, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? En plus de ce que je viens de dénoncer, l'auteur, les personnages, etc., ça veut dire que tout simplement, il n'y a pas de limite dans la littérature. Donc, tout est possible. Et alors, si tout est possible, pourquoi est-ce qu'on va s'emmerder à faire un roman? Pourquoi est-ce qu'on va ou s'emmerder à faire une autofiction qui s'appellera autofiction, ou se limiter à, je ne sais pas, à décrire avec énormément de minutie ce petit tabouret, par exemple. En fait, on peut faire ça et son contraire et autre chose. Et peut-être que ça arrivait dans un moment où, après avoir publié 24 000 livres à l'Olivier, je me disais, tiens, et si maintenant je faisais juste exactement ce qui me plaît? Et voilà, il m'en a donné enfin, je ne sais pas si c'est Olivier Cohen ou Isaac Bashevis-Singer ou les deux qui m'ont donné l'autorisation, mais je pense que c'est surtout moi-même qui me l'a su accorder. Donc c'est comme ça aussi que voilà, je voulais dire ça sur la citation. À quel point est-ce que ce livre vous a surprise en cours d'écriture? Il m'a surprise beaucoup, et comment le savez-vous? Ah, c'est incroyable ça. Il m'a surprise de plein de manières. Il m'a surprise parce que il s'écrivait tout seul, alors que moi, j'écris pas facilement, on va dire. C'est laborieux, c'est périlleux, c'est très dubitatif. Je reviens, je repars. J'ai jamais envie d'y aller, surtout ça. Jamais envie de m'asseoir à mon bureau, toujours mieux à faire. Et là, c'était le contraire, mais c'était une année 2022 à 2023 où j'avais tellement de travaux annexes, j'avais pris toutes les commandes qui existaient. J'avais dit oui à tout ce qu'on me proposait, et comme j'avais été sur la liste du Goncourt pendant plusieurs tours, les gens me trouvaient, pour l'Éternel fiancé, les gens trouvaient que j'étais formidable. Et c'est marrant parce que ça s'est vraiment arrêté, mais j'ai pu engranger pas mal de commandes. Non mais c'est vrai, non mais ça c'est tordant. Hein. Si vous êtes un jour sur la liste du Goncourt, vous verrez, vous êtes quelqu'un de très important, et puis le lendemain, personne vous peut, voilà. Et donc, mais on peut en profiter, surtout quand on a besoin d'argent, ce qui était mon cas cette année-là, car je n'en avais plus du tout. Alors, j'ai dit oui, je fais ça, oui, j'écris cette pièce, oui, j'écris cet article, oui, je fais cette traduction, oui, je fais cette deuxième traduction, oui, je vais aussi faire ça. Oui, ce livre pour enfants, bien sûr, mais je peux aussi faire une série. Ah oui, bien sûr. Donc, j'ai pris toutes ces commandes, mais comme un charcutier fou, quoi. C'était vraiment... j'avais la chair des montagnes de chair à saucisse, et je faisais « Ah, comment je vais faire ?» Et puis, il y avait ce livre qui voulait s'écrire. C'était lui, il était toujours prêt. Et même, je me mettais 5 minutes à la table. Il s'écrivait comme ça. Et puis, à un moment, j'ai dû arrêter de l'écrire parce que j'avais plus assez de temps. Même 5 minutes, je ne les avais pas. Et donc, j'ai arrêté pendant 6 mois. Et je me suis dit, bon là, au bout de 6 mois, un livre, normalement, quand on n'y touche plus, c'est comme une plante que vous arrosez pas pendant 6 mois, c'est mort. Hein. Ça ne revient pas. Mais dans la littérature, comme dans nos rêves, la mort n'existe pas. Et donc, 6 mois plus tard, je m'y remets et c'était voilà, ça continuait de couler. Donc ça m'a étonnée. L'autre chose qui m'a étonnée, c'est qu'il m'a permis de faire un geste que je ne pensais jamais pouvoir accomplir. Est-ce là que vous pensiez que j'allais aller, cher Raphaël? Ou un peu, oui. En fait, donc on a dit que c'était un récit en grande partie autobiographique et qui aussi faisait le portrait de mes grands-parents maternels. Or, je ne suis pas douée d'une très bonne mémoire et je ne prends pas de notes et je ne tiens pas de journal. Donc, j'ai voulu écrire sur mes grands-parents. J'inventais, quand je n'y arrivais pas trop à me souvenir, j'inventais des petits trucs pour faire des chevilles. Mais quand même, à un moment, il me manquait des éléments assez importants. Et
Alors c'est vrai aussi que ce serait facile de faire des recherches. Il y a des gens, surtout dans les livres mémoriels, qui nous viennent surtout par exemple des États-Unis, on va en bibliothèque, hein. Premier truc, si on ne sait pas quelque chose, on va en bibliothèque, après on se va sur les lieux. Et donc moi, il aurait fallu que j'aille à Kishinev, que j'aille à Beltsi, que j'aille retrouver je ne sais pas quoi, des tas de ruines en pensant que c'était là qu'avaient habité mes grands-parents. Bon, en fait, moi, j'aime pas du tout faire tout ça. Et c'est pas par paresse, parce que je suis pas paresseuse. C'est juste que ça me fait rien, ça ne crée pas d'émotion littéraire chez moi. J'aime bien essayer d'inventer et voir ce qui se passe. Mais au bout d'un moment, quand même, à force d'inventer, je me disais, ce serait pas mal quand même d'en savoir un petit peu plus. Et là, je repense à un document qui est un entretien que ma mère a accordé, ma mère qui est morte depuis 11 ans maintenant. Ma mère a accordé en 1996 un entretien à la Fondation Spielberg en tant qu'enfant caché. Elle racontait donc son année à la ferme, à la campagne. Et je savais que ce document existait. Je savais qu'il y avait dans un premier temps, je pense, une cassette vidéo. Après, ça a dû être transformé, et puis bon, conservé, etc. Mais j'avais jamais voulu le voir. Et même, je peux dire que ce document suscitait ma hantise. C'est-à-dire, c'était horrible pour moi, l'idée que je pourrais un jour regarder ça, même quand ma mère était vivante. Alors quand elle est morte, c'était pire encore. C'était insupportable l'idée que je pourrais la voir parler de ça et la voir tout simplement. Et puis là, c'était très bizarre. J'étais en train de travailler à ce texte et je me dis, c'est pas difficile. Si je veux savoir ça, j'ai qu'à aller voir le témoignage de ma mère. Comme s'il était plus radioactif. Et ça m'a énormément surpris. Et en plus, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je suis allée sur le site de la Fondation. Et il y avait marqué si vous avez le témoignage d'un proche, on vous l'envoie gratuitement en plus, par retour de mail. Très bien, j'ai entré, pic pac pouc, et voilà. Et je raconte cette expérience complètement étrange et moderne de pouvoir aller consulter sa mère en tant que fantôme domicilié à Internet. C'est la phrase que j'utilise parce que c'est ce qui s'est passé. J'ai cliquer, cliquoter, tapoter, tous ces nouveaux verbes, et elle est apparue. Grande, parce que j'ai un grand écran, et donc on était face à face, comme si on allait pouvoir se parler, et c'était pas du tout horrible, c'était très normal, presque, j'ai envie de dire, et là je me suis livrée à une action dont je soupçonnais pas le délice, c'était rembobiner ma mère. Et donc je la laissais parler, et puis j'avais envie de réentendre un truc, et j'utilisais le petit curseur comme ça, je faisais remonter sur la ligne, et hop, ça la remettait en arrière, et elle redisait la même chose. Et c'était une expérience. Alors là, ça m'a surprise. Oui, on peut dire que ce livre m'a beaucoup surpris. Alors, parce que vous avez parlé des rêves, c'est quoi, est-ce que vous avez une idée de la place du rôle de l'inconscient dans les processus d'écriture, dans la manière dont, parce que, alors vous écrivez dans le livre, j'ai un plan, même si peu de sens de l'orientation, peu de sens géographique, mais j'ai un plan dans ma poche. Il est hors de question de le regarder, mais il est là. Est-ce que ce plan, c'est l'inconscient, celui qui vous mène à aller, de passer de l'idée de ma grand-mère est dans mon dos à je vais aller regarder la vidéo de ma mère par la suite? Le rôle de l'inconscient dans l'écriture, c'est je sais pas, 98%, je dirais. Et les 2% qui restent, c'est grammaire, syntaxe, ce qu'on a appris à l'école maternelle et à l'école. Mais pour moi, c'est le seul travailleur, hein. Plus j'écris, moins je travaille. Mais ça ne veut pas dire que je travaille. Je travaille la syntaxe, je travaille le lexique, je travaille la concordance des temps, ça à mort. Mais je ne travaille pas du chapeau. Le chapeau travaille pour moi. Et donc, je fais confiance à cette instance qui est beaucoup mieux informée que moi de ce que je suis capable de faire et de ce que je dois faire. Parce que j'ai toujours trouvé que le moi
ego qui est, lui, c'est conscient, et est un encombrement maximal dans l'accomplissement de quelque œuvre d'art que ce soit. On est empêtré, et puis c'est pas intéressant. Moi-même, ça m'intéresse même pas. Et puis c'est très engoncé. L'ego est engoncé. Vous voyez, ce mélange entre ego et con, ça donne engoncé. Et ça fonctionne pas. Et par exemple, alors j'essaye de temps en temps pour voir, mais j'essaye de moins en moins. Mais avant, je faisais ça. Je me disais, allez, faisons un livre conscient. Donc, on fait un plan, je veux dire ça, j'ai très envie de parler de telle chose. Il faut absolument qu'il y ait un chapitre comme ci, un truc comme ça. Et à la première minute d'écriture, je m'ennuie. J'ai à peine commencé que j'ai... Oh, et j'ai jamais envie d'aller écrire ce livre. Parce que je sais déjà ce qu'il va y avoir dedans. Et qu'en plus, ce qu'il va y avoir dedans, ce sera que moi. Et moi, je ne sais presque rien faire. Je connais rien. Donc, ça n'est pas intéressant. Alors que si je ne sais rien de mon livre et que c'est le chapeau qui travaille, ben, ça donne des choses qui me surprennent, justement. Ça m'emmène là où je ne veux pas aller. Ça m'emmène là où c'est risqué. Ça m'emmène là où c'est dangereux. Et c'est pour ça que je dis que mais c'est un inconscient d'écrivain. Hein. J'ai un autre inconscient. J'ai l'inconscient de la psychanalyse. Et puis, j'ai un inconscient spécial en plus, comme des gens qui ont un véhicule utilitaire, par exemple. Ça, c'est bien rangé, les deux. Bah, étonnamment. Leur vie personnelle. Oui. Enfin, ils se nourrissent l'un de l'autre, mais je vois bien que ça ne fonctionne pas de la même manière. Hein. Parce que mon inconscient de psychanalyse, enfin je l'appelle comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, il est beaucoup plus tourmenté, il est beaucoup plus accidenté, il me fait faire des bêtises, etc. Alors que j'ai cet inconscient utilitaire, là, l'inconscient du... Comment ça s'appelle la voiture qu'on a quand on travaille là, le véhicule de fonction. Ben voilà, mon inconscient de fonction, c'est un véhicule parfait, lui. Il tombe jamais en panne, il est fiable, il est extra. C'est-à-dire qu'il finit toujours par vous emmener à un bon endroit. Ben, celui où je voulais pas aller. Et c'est toujours c'est le chauffeur fou. Pour continuer de filer la métaphore de mon véhicule de fonction. J'ai un véhicule de fonction. En tant que charcutier. En tant que charcutier avec un chauffeur fou. Voilà. Quand vous parliez de cette expérience étonnante de rembobiner votre mère, ça me fait penser à L'Éternel fiancé. Où vous dites où on comprend que votre amour de la musique a à voir avec la possibilité de la répétition, qui est le seul endroit où on répète. Bon, alors il y a un moment donné où où on n'aura pas le choix, il faudra y aller, mais que l'amour de la musique a beaucoup à voir avec cette possibilité de on reprend. Voilà, je ne sais pas où va cette question. Mais si, c'est complètement une question sur le temps et sur la vie qui sont deux thèmes très originaux, je l'avoue, qui occupent le château des Rentiers, c'est-à-dire puisqu'il est beaucoup question justement de retour dans ce livre avec le souvenir, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec le souvenir? Parce que ça pourrait être une forme, on pourrait considérer que le souvenir est une proposition qu'on n'utilise pas toujours, hein, mais de refaire, hein, comme en musique. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer les choses. En musique, on va reprendre pour faire mieux en général. Là, avec le souvenir, on ne reprend pas pour faire mieux, on reprend pour le plaisir. Et c'est déjà pas mal. Mais je trouve qu'on ne pense pas du tout assez à le faire. Et c'est une des rentes possibles de l'âge, et qui est de pouvoir avoir un stock de souvenirs qui ne fait que grandir et dans lequel on peut aller piocher. Donc c'est une façon quand même. Parce que moi, je trouve toujours ça très bizarre qu'on vive qu'une fois. Ça me paraît complètement absurde. Tout ça pour ça. Une fois, là, très vite, hop, et c'est tout.
Et alors peut-être que c'est différent, hein, je vous le dirai quand je serai morte, mais peut-être que je me trompe. Mais pour l'instant, ça ressemble à ça. Et je trouve ça tellement étrange, mais en fait, plus j'avance, plus je me dis que à l'intérieur d'une vie finie, il y a l'infini des souvenirs et de la variation autour des souvenirs, et l'infini des rêves, dans lesquels le temps non plus n'existe pas, puisque la mort n'existe pas dans le moment du rêve. Et donc, c'est vrai que le château des Rentiers, il est aussi habité par cette méditation. C'est un énorme mot, hein. Mais je n'en ai pas trouvé d'autres à l'instant, pardon. Autour de la façon dont on peut faire des incisions, pratiquer des incisions dans le temps, qui a l'air de défiler comme ça, très très vite. Et qui défile très très vite. Mais à l'intérieur de ça, il y a comme des possibilités de rembobiner ou je sais pas, de faire autrement, de pas le subir. Mais enfin, c'est pas du tout. Je ne fais pas de livre de bien-être, hein. On est très très loin. Tout à coup, je m'entends parler, je me dis, mais on dirait un livre sur comment mieux vivre votre. Non, c'est pas du tout ça. Et en même temps, dans le château des Rentiers, vous expliquez que vous avez fait de la joie un peu votre créneau comme enfant, parce que c'était pas pris dans la famille, parce qu'il y avait du silence, un passé qui était forcément lourd des deux côtés. Mais donc vous avez pris le créneau de la joie. Et aussi comme écrivaine, vous avez pris le créneau de la joie. Ça ne veut pas dire que la tragédie n'existe pas. Ça veut dire que quand même, votre ligne éditoriale est plutôt joyeuse. Oui, c'est vrai. Et c'est pas facile à tenir, hein, parce qu'on n'est pas du tout pris au sérieux. On énerve énormément de gens. Mais bon, je continue quand même, parce que c'est pour moi déjà une forme de politesse de ne pas ajouter de la misère à la misère. Le monde est très fort pour la produire. Franchement, je vois pas comment je pourrais faire mieux, hein. Même avec toute l'imagination que j'ai. Alors que faire rire, détourner, amuser, tout ça, le monde le fait pas. Alors il le fait avec un chant d'oiseau, il le fait à plein de moments, mais on a tendance à pas forcément s'en rendre compte. Et donc moi, c'est là que je me suis posée. Dans la joie, mais c'est très bizarre, hein, parce que c'est le fruit d'un pessimisme énorme. Alors, une des incarnations de cette rencontre entre votre humour et la douleur du monde, la profondeur historique, c'est par exemple dans la nouvelle Ce qui est arrivé au Kempinski, qui donne son titre à un recueil excellent, votre 22 millième ouvrage, 500e. Vous imaginez l'exposition photo qui était intitulée « La tête que font les gens quand je leur dis que je travaille sur la Shoah ». Est-ce que ces têtes ont évolué au fil du temps? Quelles sont ces têtes? J'avais complètement oublié cette phrase, c'est rigolo. Ces têtes, c'est des têtes embarrassées, les gens détestent ça. Enfin, peut-être pas les gens qui sont dans cette salle, mais la plupart. Et il y a quelque chose de radicalement louche dans l'identité juive. C'est incroyable parce que ça déclenche comme interrogation angoissée chez beaucoup de gens qui ne le sont pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, soi-disant, c'est une religion, mais en même temps, vous êtes juif, même si vous mangez pas kasher et que vous faites pas le Shabbat. Donc, c'est pas une religion. Non, c'est pas vraiment une religion, c'est une culture. Mais alors, c'est quoi, par exemple, que vous partagez? Moi, on n'en partage pas grand-chose, mais... Et assez vite, on voit qu'il y a une suspicion. On nous cache quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous cache? Bon,
on ne cache rien, on est cachère, c'est pas la peine, ou pas. Mais donc il y a bien sûr, enfin moi je sais très bien comment refroidir un dîner. Il y a le micro-ondes pour réchauffer, et puis certains dîners, si vous dites le mot Shoah, ça fait. Mais ça m'empêche pas de le faire, hein. Et après de faire des blagues horribles là-dessus. Et donc oui, la tête que font les gens, ben c'est. Mais en même temps, je fais cette expérience avec d'autres choses. Je me souviens aussi que quand je commençais à écrire et qu'on me demandait ce que j'écrivais et que je disais des livres pour enfants, c'était presque la même tête en fait, quand j'y pense maintenant. Je crois même que c'était la même. Quelle conclusion en tirer? Ben, que les vrais trucs intéressants n'intéressent personne, je crois. Je sais pas. Dans La chance de leur vie, alors qui était votre 28 millième, non, qui était paru en 2018 à l'Olivier, un personnage, Edwina, avait pour devise s'étonner toujours, se démonter jamais. Est-ce que c'est l'attitude que vous opposez à la vie comme écrivain? Alors c'est une devise que j'ai empruntée. C'est qui avait cette devise? Edwina, la belle-mère de Sylvie, qui était le personnage principal. Je vous les présenterai, ce sont des gens formidables. J'avais complètement oublié que c'était une soirée où on allait parler des autres livres que je n'ai pas relus, je n'ai rien révisé avant de venir. Et en plus, c'est votre chapeau qui les a écrits, du coup. Et en plus, c'est mon chapeau qui les a écrits, donc je sais pas. Edwina, j'avais un personnage qui s'appelait Edwina. Alors en plus, cette devise, je l'ai piquée à un livre scandinave, mais je ne me souviens ni du pays, ni de l'auteur. Mais c'est pas très connu. Donc ne cherchez pas chez Andersen ou Blixen ou voilà, c'est pas là-dedans, mais il faudrait que je le retrouve. C'était une devise. Quand je l'ai lu dans ce livre-là, ça semblait être quelque chose d'aussi banal que faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'était comme un dicton qui était utilisé. Qui était utilisé dans cette famille, mais on voyait c'était un livre traduit, on voyait dans la traduction que c'était pas du tout quelque chose d'inventé par le personnage, mais une sagesse populaire. Voilà, c'était une sagesse populaire. Et j'ai trouvé que c'était, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit ah mais c'est parfait ça. C'est parfait parce que ça équipe pour affronter la vie de manière assez efficace, hein, puisque c'est aussi une bonne, un bon rempart qui. Alors, bien sûr que je vais devenir une vieille conne, parce qu'on devient forcément, quand on est vieux, on devient con, hein, un vieux con, une vieille conne. Bon, j'espère bien le devenir, mais le plus tard possible et moins conne possible. Et une façon de pas trop devenir comme ça, c'est justement s'étonner toujours, se démonter jamais. Parce que c'est trop facile, sinon c'est tellement tentant quand vos enfants vous disent des choses comme nos enfants peuvent nous dire, où on se dit quoi, mais enfin tu t'intéresses pas à la lutte des classes, tu préfères les défendre les trans, mais tu crois pas qu'il faut commencer par le combat social, et que vous dites ah ben non, tu vois, parce que bon ben là par exemple il y a plein de gens qui s'énervent, alors que moi je m'étonne, je fais ah mais Adam, voyons comment ça peut marcher. Et c'est pas seulement pour acheter la paix sociale, c'est aussi parce qu'on apprend davantage. On n'est pas obligé d'être d'accord après, mais c'est une occasion d'apprendre un truc qu'on savait pas. Et pour moi, apprendre ou comprendre ou aller ou ou s'aventurer dans un territoire qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est une très bonne gymnastique intellectuelle. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris cette devise et que je l'ai mise dans la bouche d'Edwina, mais en fait, c'est parce que c'est la mienne. Et alors, je ne sais pas si le personnage d'Edwina me ressemble, mais c'est juste de temps en temps, et c'est là qu'on se dévoile beaucoup plus dans la fiction que dans l'écriture du jeu. C'est que, par exemple, en mettant cette
cette phrase dans la bouche de ce personnage, je dis beaucoup plus quelque chose de moi que je ne dis quelque chose d'Edwina, dont je ne me rappelle même plus qu'elle existait. Donc, pardon, Edwina. Mais alors, voilà, est-ce que vous aimez ce territoire de l'inconnu, de l'incertitude? Ça vaut aussi. C'est pas qu'une gymnastique intellectuelle, c'est aussi ce que vous cherchez dans ce que vous écrivez. C'est aussi une façon de rendre la vie infinie, puisque c'est ça mon grand projet en vérité. Puisque ma vie à moi en tant qu'Agnès de Sarthe, elle va de ma naissance à ma mort. Mais si dans l'entre-deux, je suis plein d'autres gens, je vais vers ce que je connais pas, j'invente des personnages dont je me souviens même plus le nom 2 ans après, d'une certaine manière, j'ouvre des tas de pistes que quelque chose en moi continue de parcourir. Et ça crée un... oui, c'est ça. Ça fait que je suis moins la victime du temps, que je tiens un peu la bride quand même. Voilà. Alors, un moyen de ne pas être à la merci du temps, c'est ce que vous appelez, à la suite du linguiste Jean-Pierre Minaudier, le frustratif. Qui est, donc, ça serait le mode de phrase, celui qui devait être mon époux mais ne l'est pas devenu. Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans cette idée, donc, qui est présent dans le château des Rentiers, mais au fond, l'éternel fiancé aussi est une histoire de il aurait dû être mon fiancé, il ne l'est pas devenu. Enfin, il a été mon fiancé, il aurait dû devenir mon mari, il ne l'est pas devenu. Alors, Jean-Pierre Minaudier, déjà, je vais dire un mot de Jean-Pierre Minaudier. C'est un traducteur du basque et de l'estonien. Alors, pour ceux qui connaissent le basque et l'estonien, c'est comme si on vous disait il est funambule sur lame de rasoir. C'est un peu ça, l'équivalent. Et il a une autre formation au départ. Il faisait complètement autre chose en plus, mais j'ai oublié, ça m'échappe à l'instant. Mais enfin, il a décidé de devenir ça. Et puis, il est aussi collectionneur de grammaire du monde entier. Et ça, c'est une merveille. Et il a écrit un livre qui s'appelle La poésie du gérondif, qui est un livre de chevet pour moi, et dans lequel il parle de toutes sortes de langues. Et à un moment, il y a un chapitre sur le guarani. Et dans le chapitre sur le guarani, il est question de ce mode, le frustratif. Alors, pour ceux qui sont un peu calés en grammaire, en français, les modes, ça s'applique au verbe. On a l'indicatif, on a le conditionnel, on a le subjonctif. Mais dans certaines langues, le mode peut aussi s'appliquer au substantif, donc au nom. Et donc, par exemple, il a pris l'exemple merveilleux du mari, et je lui en suis très reconnaissante. Donc, vous avez un mot pour dire « mon mari », et vous avez un mot pour dire « celui qui aurait dû être mon mari, mais ça, c'est pas fait ». Et ça, il appelle ça le frustratif. Et ça ouvre des perspectives extraordinaires. Déjà, j'adore que des gens inventent des mots. Je suis très reconnaissante, je ne sais pas, ça me permet de faire de la pub pour un autre livre, c'est Le Baleinier, que vous connaissez. Vous connaissez Le Baleinier ? Certaines personnes le connaissent, c'est bien. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Le Baleinier, c'est un dictionnaire qui a été inventé par une bande de comédiens qui ont décidé d'inventer des mots pour des contrariétés de la vie pour lesquelles on ne pouvait pas, on pouvait juste faire ah. Ils ont dit s'il y avait un mot, on se sentirait mieux. Donc par exemple, ils ont inventé un mot pour décrire l'espace malheureux qu'il y a parfois entre votre chaussette et votre pantalon. Ça s'appelle la grune. Et maintenant que vous savez que ça s'appelle la grune, vous allez vous dire, si ça vous arrive, ah, j'ai une vilaine grune. Mais comme vous pourrez le noter, comme vous saurez que ça a un nom, ce sera moins pénible. Ou par exemple, l'espace qui sépare le bout de votre bras de l'endroit où vous devez mettre le ticket de parking ou le truc là pour le péage. Ça s'appelle un xiévro. Ah bah là, j'ai un bon xiévro. Hop, hop, et hop, je reconduis. Et puis là, j'ai un mauvais xiévro, je dois sortir de la voiture, je dois me faire une luxation du bassin, je dois, etc. Bon, alors, il y a plein de mots comme ça qui sont extraordinaires. Et moi, quand j'ai vu le mode frustratif, je me suis dit, mais voilà, il pourrait être inscrit au dictionnaire du baleinier parce que ça nous manquait. Ça nous manquait et ça définit toute... C'est comme la contre-vie, pour emprunter le principe à Philippe Ross, qui... on excuse, il me pardonne, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la vie que vous menez et toutes les vies que vous n'avez pas menées. En disant non, en n'allant pas à telle fête ce soir-là, il y a toutes sortes d'occasions pour lesquelles vous avez fait ça plutôt que l'autre. Mais en fait, à chaque fois que vous n'avez pas fait quelque chose, il y a votre autre vie
celle donc la vie frustrative, mais qui n'est pas pour autant frustrante. Au contraire, c'est merveilleux d'avoir des, je sais plus comment, Shemenankwe, je crois que ça s'appelle, le mari qui aurait pu, mais non. Eh ben, on a des gens comme ça dans nos vies et c'est assez agréable en fait. On l'a dit, le Château des Rentiers, c'est donc un livre sur le temps, sur la vieillesse. Alors, vous avez mentionné que votre mari et l'un de vos fils étaient dubitatifs sur cette idée d'un livre sur la vieillesse. Est-ce que vous êtes étonné du fait que Enfin non, vous leur aviez dit, pas du tout, ça va être super. Oui. Mais vous avez une petite tendance à aller vers les livres impossibles, ou en tout cas, par exemple... je me laisse pas démonter, je m'étonne. Hein. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive d'avoir un livre impossible à écrire pour moi. Pour d'autres gens, c'est très possible. Par exemple, quand j'ai écrit une partie de chasse, et j'étais obligée, parce que j'arrêtais pas de voir... j'avais des visions de monsieur en treillis, avec des fusils à l'épaule et des chiens comme ça. Et au bout d'un moment, ça devenait vraiment récurrent. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est pourquoi j'ai ces images qui me viennent dans la tête? Et j'ai bien dû me rendre à l'évidence que c'était mon prochain livre. Et là, je me suis dit, oh non, oh pas ça, pitié. Je ne connais rien, j'aime pas, j'ai aucune affinité avec ce monde, j'ai rien à en dire. Mais je l'ai quand même fait parce que c'était le chapeau qui avait décidé. Et j'ai quand même eu 2 petites anecdote rigolote avec ce livre, qui est que j'ai eu un très bel article dans Le Chasseur français. Et vous riez, mais c'était un enjeu énorme pour moi. Un article très bien écrit et très laudateur et qui disait à quel point je respectais la chasse. Bon. Et puis, un jour aussi, je participais à une émission de radio qui était animée par Elisabeth de Fontenay, la philosophe, et qui est philosophe, éthologue, enfin spécialiste des animaux. Et puis, elle m'a serré la main très, très chaleureusement. Et elle me regardait comme ça, à l'air très intense. Et elle me dit, je suis tellement heureuse que vous ayez écrit ce livre, parce que seule une chasseuse pouvait l'écrire. Et elle me dit qu'elle chasse, qu'elle adore ça, que c'est sa passion et que forcément moi aussi. Et donc je fais mon fameux sourire débile parce que j'ai rien à dire. Et elle me cite à un moment une phrase du livre. Elle me dit cette phrase-là, il n'y a qu'un chasseur qui peut l'écrire. Alors voilà les expériences que ça fait vivre. Donc on écrit, oui, moi j'écris des choses que je ne peux pas écrire, hein, complètement. C'est toujours ça, le livre est toujours quelque chose que je ne peux pas écrire. Vous ne devez pas, je me souviens que pour La chance de leur vie, où donc vous envoyez vos personnages aux États-Unis, ça a à voir avec le fait que vous étiez... malheureuse du fait que vos livres ne soient pas traduits à l'étranger, enfin en anglais notamment, puisque c'est quand même votre langue à vous aussi de traductrice, et que vous aviez entendu quelqu'un dire, alors bon, oui, la littérature française en traduction ça ne marche pas, mais alors si vous voulez être sûr de ne pas être traduite, vraiment, écrivez un livre qui se passe aux États-Unis. Ça m'a tout de suite donné envie de le faire. Donc finalement, il a été traduit le chapeau. Ou pas? Non, mais c'est pas fini. C'est pas fini, tous ces trucs extraordinaires qui arriveront quand je serai morte. C'est génial, c'est pour ça que j'ai l'anticipation positive. Je me dis des trucs comme ça, par exemple. C'est super. Une forme d'anticipation positive, c'est la phrase « C'était mieux après », qui est le titre d'un de vos livres pour enfants formidables. Et qui est au fond un petit peu aussi la philosophie du Château des Rentiers. Peut-être que ça sera mieux après. C'est possible que la vieillesse soit ce moment qui sera mieux après. Et je me dis peut-être que pour un écrivain, c'est un des endroits, un des métiers où ça peut être mieux après, où on a une plus grande profondeur de vue, hauteur de champ, etc. Moi, je me suis toujours dit ça. Hein, quand on m'a proposé de faire carrière dans le patinage artistique, j'ai dit non. Non. Dans 5 ans, je suis foutue. Pareil que dans le mannequinat, on m'a demandé. J'ai dit non. Non. Alors que écrivain, oui. Oui. Et non, mais après, à part ça, j'ai toujours pensé que c'était le seul domaine dans lequel j'allais en m'améliorant. Donc, c'est quand même tellement rare qu'il faut le souligner. Vous avez raison.
Alors après, pardon, je laisserai la parole à la salle, mais est-ce que vous voyez ce que vous apprenez d'un livre à l'autre? Mais c'est bizarre parce que je ne sais pas si j'apprends quelque chose. C'est juste que j'essaye de faire quelque chose que je ne savais pas faire. Je le fais. Et après, je n'ai jamais essayé de le refaire. Hein. Donc, je ne sais pas si je l'ai appris. C'est juste que j'ai traversé l'expérience. Mais est-ce que j'ai appris? J'apprends plus en lisant, je crois. J'apprends en lisant et en traduisant. C'est là que j'apprends vraiment. Le reste, c'est un laboratoire. Ça explose, ça ne marche pas. Mais en lisant, et oui, par exemple, cette histoire du passé que l'on contemple, activement, la proposition de contempler activement le passé, ça vient d'un livre pour enfants que j'ai traduit, d'un auteur qui est pour moi un immense auteur, mais c'est un auteur pour enfants, donc tout le monde s'en fiche. C'est une femme américaine qui s'appelle Lois Lowry et qui a écrit en particulier, alors on la connaît surtout pour Compte les étoiles, mais en fait elle a écrit une série qui s'appelle Anastasia, et c'est Anastasia Krupnik, l'héroïne, et c'est une petite fille, on la connaît de ses 10 à ses 14 ans, et il y a peut-être, je sais pas, 5, 6, 7 volumes, je sais pas. C'est un des livres les plus profonds que j'ai lus. Je l'ai traduit, je l'ai lu à tous mes enfants, je le relis fréquemment, je leur relis, on le relit ensemble, et c'est inépuisable. Et dans ce roman, à un moment, il y a une vieille dame qui s'appelle Gertrude Stein, et qui n'est pas Gertrude Stein, mais qui est Gertrude Stein, qui est la voisine qui habite derrière l'héroïne, tout près de chez elle, et à qui elle va rendre visite, et qui lui explique qu'elle a un œil intérieur et qu'elle peut regarder à l'intérieur d'elle, parce qu'elle a vu tellement de choses qu'elle a cette possibilité. Et Anastasia, qui est encore petite, est assez fascinée par l'idée d'avoir un œil qui regarde vers l'intérieur et se met à collectionner les choses qui pourront être regardées par elle-même à l'intérieur de sa tête. Et c'est des choses d'une profondeur extraordinaire et toujours dit avec une drôlerie, avec une légèreté. Alors, lisez Anastasia Krupnik, c'est génial. C'est pas grave que ce soit pour les enfants. Oui, alors ça, écoutez Agnès, de certes, c'est quand même toujours repartir avec des listes de textes à lire. Peut-être que vos questions nous amèneront à la découverte d'autres auteurs, parce qu'il y en a toujours plein dans ses poches avec son plan caché. Donc il y a un micro, il me semble. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Vous pouvez même lever la main si vous n'avez pas de questions, pour vous détendre. Bonsoir. Vous m'entendez bien là avec le micro? Oui. J'avais beaucoup de mal à venir. Ça n'a rien à voir avec vous en tant qu'écrivaine, madame, mais compte tenu des événements plombants. Vous m'entendez plus? Il faut coller le micro à votre menton et tout le monde vous entendra. Voilà. Je recommence. Pardon. J'avais du mal à venir et ça n'a rien à voir avec vous, madame, compte tenu des événements terribles qui se sont produits en Israël, etc. Bon, bref. Donc, et j'avais comme obsession de demander une minute de silence en hommage à Tagada Tsontsoin. Bon, bref. Bien. Donc, je vais vous remercier maintenant de votre belle énergie de vie, parce qu'il y a les pulsions de mort, on a vu ce qu'elles peuvent donner, et il y a aussi les pulsions de vie. Donc je vous remercie de vos belles pulsions de vie, madame, et de votre humour, et de m'avoir fait passer un moment assez délicieux. Il y a des moments où ma pensée s'est échappée, et vous comprenez pourquoi. Et je vous en remercie. Voilà.
Oui, une question. Bonsoir Agnès, j'ai été frappée en lisant ton livre par ce traumatisme dont tu parles lorsque tu es attaquée lors d'une rencontre, si je me souviens bien comme ça, sur le sujet « on ne peut pas écrire sur ce qu'on n'a pas vécu ». Or, il me semble justement que c'est le propos même de la littérature d'écrire, non pas sur ce qu'on a vécu. C'était peut-être pas ça, là, d'ailleurs, la question. C'était sur ce qu'on connaît. Mais dans ce livre-là, c'est ce qui se passe, en fait. C'est l'imagination au pouvoir qui permet d'arriver là. Et je me demande si ce traumatisme-là a persisté par la suite. Merci. C'était Marie-Claude Auger, une amie, comme vous l'avez remarqué, vu qu'elle me tutoie. Donc, je explique. Ce n'est pas une dame très mal polie qui me tutoie. C'est une amie, traductrice de l'allemand, que j'aime beaucoup et que je remercie d'être venue. Et donc, Marie-Claude fait allusion à un événement qui est relaté dans le château des Rentiers. Et c'est un chapitre qui commence « La seule fois de ma vie où je me suis fait agresser, c'était par une vieille dame ». Et je crois que c'est ça la phrase. Et donc, ça se passait au Festival d'Édimbourg, un merveilleux festival littéraire. Et j'étais au sommet, je crois. Mon livre, cette fois-ci, avait été traduit en anglais. Et oui, madame. J'étais en conversation avec Jens Christian Grøndahl, qui est quand même un très bel auteur. Et puis, il y avait un médiateur très gentil. Et puis, j'avais été finaliste pour un prix en Angleterre. Enfin, j'étais la reine du monde. J'avais une trentaine d'années, je doutais de rien à ce moment-là. Et bon, j'ai beaucoup déchanté depuis. Et à un moment, je parlais d'un livre qui s'appelle « 5 photos de ma femme » et dans lequel le personnage principal était en quelque sorte copié sur mon grand-père, Boris Jampolsky, qui apparaît dans le château des Rentiers. Et donc le personnage avait 80 ans et il avait vécu la Seconde Guerre mondiale et je parlais de ça dans le livre. Et je fais mon petit jeu de questions-réponses et puis à un moment, une femme qui avait beaucoup acquiescé pendant toute la séance se lève au moment des questions, comme ça pourrait arriver maintenant. Et alors, est-ce que je crains toujours que ça arrive et me hurle dessus et m'insulte en me disant que je n'ai pas le droit d'écrire, ce qui est une chose qu'on peut souvent dire à un écrivain. J'ai pas le droit d'écrire et surtout d'écrire sur ce que je ne connais pas. Je sais pas ce que c'est que la vieillesse, je ne sais pas ce qu'est la guerre et donc je n'ai pas le droit d'écrire là-dessus. Et à ce moment-là, alors que j'ai tout à fait un discours articulé, comme toi tu viens de l'avoir, Marie-Claude, sur le fait que justement la littérature sait écrire sur ce qu'on ne connaît pas, je vois très bien la réponse que je pourrais faire du même acabit, mais à ce moment-là, au moment où je veux répondre, j'ouvre la bouche et au lieu que des mots sortent de ma bouche, comme dans le conte de fées que vous connaissez peut-être avec les deux sœurs, la méchante et la gentille il sort des perles et la méchante il sort des crapauds, etc. Je suis aussi surprise que la sœur qui voit sortir des crapauds de sa bouche parce que je ne sors pas avec des crapauds mais un hurlement et des larmes jaillissent de mes yeux à l'horizontale. Et je ne suis pas très familière de ce genre de manifestation. Les gens qui me connaissent le savent, et peut-être même les gens qui ne me connaissent pas. Donc moi-même, je sors de mon corps un instant, je me regarde et je me dis « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Mais arrête tout de suite, mais impossible d'arrêter. Si j'ouvre la bouche, donc je ferme la bouche, et dès que j'ouvre, ça fait « Donc, effectivement, on peut parler de traumatisme, ça dure 2 heures. Bon, j'ai guéri depuis, comme vous le constatez. Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, si ça peut te rassurer, Marie-Claude, c'est arrivé depuis que je me fasse agresser dans des rencontres publiques. Par exemple, un jour dans une médiathèque, au moment des questions, une dame a levé la main pour dire « Alors moi, je suis venue, elle avait l'accent du Midi, je suis venue parce que je déteste tous les livres d'Agnès de Sarthe, je ne peux pas la supporter. Ses livres sont très mauvais. D'ailleurs, je les ai apportés pour vous les lire, pour vous prouver à quel point c'est mauvais. »
Et là, c'est pas facile à vivre. C'est pas évident. Et je lui ai dit, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous êtes venu alors que vous pourriez être au restaurant avec des copains ou au cinéma ou au cirque, enfin, je sais pas, les trucs que vous aimez, quoi, au lieu de vous embêter. Elle dit, ah non, mais j'ai beaucoup aimé ma soirée. Hein. C'est intéressant de vous entendre parler. Bon, voilà. Donc, des choses comme ça arrivent. C'est le principe du public. Mais je pense que ce qu'elle avait épinglé et qui était très difficile, c'était l'illégitimité et l'usurpation. C'est-à-dire que, bien sûr, que quand on passe ses journées à écrire, il y a des tas de moments où soi-même on se demande « Tu trouves ça sérieux, là, ce que tu es en train de faire ? Tu crois vraiment que ça va intéresser quelqu'un ? Ça sert à quelque chose, là ? Tu crois pas que tu devrais être en train de faire un truc utile ? » Donc ça, c'est un discours intérieur minant qui est constant. Bon. Et puis après, il y a toute la question de avec quoi on écrit et ce qu'on doit connaître pour écrire. Et encore plus dans ce livre-là, puisque dans ce livre-là, je convoque à un moment Primo Levi, qui disait à propos de l'expérience concentrationnaire et d'extermination, seuls les morts peuvent témoigner. Ce qui est vraiment une parole c'est le cas limite. C'est-à-dire que, parce que c'est les seuls qui soient allés au bout de l'expérience de l'extermination. Les autres, ils ne savent pas finalement. Et donc, à la fois, il dit ça, et en même temps, il écrit, si c'est un homme, et la trêve. Et donc, il le fait quand même. Alors, dans écrire, il y a toujours écrire quand même. Et puis, d'une certaine façon, donc il y a les cas limites comme ça, avec une tragédie. Et puis, il y a aussi d'autres situations qu'on retrouve et qui peuvent être comparables. Parce que, d'une certaine manière, quand cette femme me fait la leçon, elle me fait une leçon d'appropriation historique. C'est-à-dire, je suis coupable d'appropriation historique. Je suis allée dans un territoire je parle d'un territoire que je n'ai pas parcouru dans le temps. Et pour moi, c'était une prémisse à tout le débat sur l'appropriation culturelle, qui est extrêmement vif et à vif, et qui rend les gens écorchés. Et qui est, si on ne peut être légitime pour parler que de ce qu'on a vécu, alors on ne va pas écrire grand-chose. Parce que je ne suis même pas sûre, par exemple, quand j'écris à partir de moi, je ne sais même pas ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai appris, est-ce que je me connais, je ne connais rien. Et pour moi, on est ignorant perpétuellement de tout et de tous, mais aussi bien de soi. Donc c'est une question qui est, comment dire, donc le traumatisme s'est dissous peu à peu et m'a même permis de m'amuser d'interventions comme celle de la dame dans la médiathèque. Mais c'est une question qui revient sous d'autres formes. Et alors, elles ne reviennent pas de manière explosive pour moi, au sens où ça ne me fait pas pleurer, ça ne me rend pas malade, mais ça me fait énormément réfléchir et ça ne me laisse pas vraiment en paix. Toutes ces questions de savoir qui peut écrire sur quoi, qui a le droit d'eux. Par exemple, j'avais participé en 2003 à un colloque sur la transmission de l'histoire de la Shoah. Et quand j'en parlais aux gens, ils disaient... et dans ce colloque, il y avait des personnes qui disaient que seules les personnes qui avaient vécu la Shoah pouvaient en parler. Donc seuls les gens qui étaient rescapés, puisque ceux qui étaient morts, bien sûr, ne pouvaient pas témoigner, mais en tout cas qu'il fallait être passé, entre guillemets, par les camps, pardon pour l'horrible expression, pour avoir le droit d'en parler. Et moi, j'avais répondu à ça, eh ben, c'est merveilleux, parce que vous allez rendre beaucoup de gens heureux. Parce que bientôt, comme le temps passe, les gens qui étaient dans les camps et qui ont eu la chance ou
où le hasard a fait qu'ils ont survécu, ils vont mourir les uns après les autres, et ben il n'y aura plus personne qui aura le droit de parler de ça, et là on sera enfin tranquille. Et je disais, si c'est ça que vous voulez, alors continuons comme ça. C'est très bien. Comme ça, on va pouvoir enterrer cette histoire à jamais. Alors qu'on voit bien à quel point cette histoire, elle est sans arrêt ranimée, et à quel point elle n'est jamais assez racontée, puisqu'elle est inaudible et que comment dire, ça continue de créer parfois une défiance, et ça va même jusqu'à la haine. C'est ça qui est fou, que cette histoire puisse avoir ce statut si étrange et si exceptionnel. Et moi, au contraire de ces personnes-là, qui étaient en plus, se drapaient dans on n'a pas le droit, c'est très important, etc. Et moi, avec toujours ma façon de faire qui peut énerver, quoi, où je faisais des blagues, etc., je disais, mais bravo, mais super, on va vraiment arriver, on pourra se serrer dans les bras avec les négationnistes, on pourra faire une grande fête ensemble, ce sera extra parce qu'on aura fini avec ça, on sera bien débarrassé. Et donc voilà, sur ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, qui a le droit d'écrire, écrire quoi. Pour moi, la seule chose importante, c'est d'être à la hauteur de son sujet. Et à la hauteur de son sujet, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, moi, je lis certains livres pour enfants. Les livres pour enfants en France, la plupart des gens trouvent ça, c'est pas très intéressant, c'est des trucs pour... c'est pas très, quand on voyage à l'étranger, on se rend compte qu'à quel point c'est plus respecté. Moi, j'ai quand même un jour été dans un festival où, quand on était écrivain pour enfants, on avait des tickets restaurants moins chers que les écrivains pour adultes. Et on était logés à l'hôtel Formule 1. Si, c'est vrai. Et donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et il y a des gens, ils sont pas à la hauteur pour écrire des livres pour enfants. Pourtant, c'est que des livres pour enfants, hein. Mais c'est pas leur truc. Il faut pas qu'ils en écrivent. Peut-être qu'il vaut mieux qu'ils écrivent des polars. Et il y a des gens qui sont pas à la hauteur pour écrire des polars. Et c'est pas une question que les sujets ou que le format ou que le genre soit plus difficile qu'un autre. C'est juste qu'il y ait une affinité et une force contre laquelle on ne peut rien. Et en général, là, il y a des chances qu'on soit à la hauteur. Et donc, pour moi, c'est le seul critère. Connaître, pas connaître. Y a-t-il une autre question ? Bonsoir. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur de la question, parce que j'ai pas de question en fait. Je suis très contente de vous avoir entendu. Et j'étais très contente de lire Le Château des Rentiers, parce que ça m'a parlé. J'ai cru comprendre tout à l'heure que vous disiez que c'était pas vraiment autobiographique, que vous n'étiez pas dedans. Je n'en ai rien cru. J'ai trouvé tellement de correspondances et ça m'a fait penser à tellement de trucs. Voilà, il n'y a pas de question. En fait, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, mais je vais juste reprendre cette histoire de « j'y suis pas, j'y suis ». Ça a plus à voir avec le dévoilement, c'est-à-dire ou l'indécence. On peut écrire avec soi dans le livre et rester complètement privé. Et pourtant être complètement sincère. Et c'est plutôt cette distance-là qui me paraît dont je peux rendre compte. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal, mais il y a chez moi une instance qui écrit et il y a une instance qui vit. Et l'instance qui vit sa vie tous les jours, elle n'a rien à voir avec la bonne femme qui écrit. Enfin, elle a à voir, mais c'est très...
c'est très difficile à, comment dire, à articuler et à décrire. Parce qu'on peut penser qu'on ment quand on dit ça. Et pourtant, c'est vrai. Il y a quelque chose qui échappe complètement à l'écriture, et heureusement, et qui est inconnaissable, à part pour très 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 peu de gens. Et moi, ça me va comme ça. Et on a le temps pour une dernière remarque / question, parce qu'en effet, question, c'est restrictif, alors qu'on a tout à fait le droit de faire des remarques. Bonsoir. Pour rebondir sur ce que vous disiez, qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec les nouveaux auteurs, écrivains qui étalent leur vie à longueur de journée? Est-ce que c'est pas antinomique avec l'acte d'écrire pour vous? Alors, qu'est-ce que je pense quand je vois? Eh bien, je ne pense pas, car je ne vois pas. Au sens où je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à cette question. Je ne pratique aucun réseau social. Je n'ai pas Facebook, je ne sais même pas comment ils s'appellent les autres, LinkedIn, Instagram, Twitter. Rien. Twitter, non, j'ai rien. J'ai un téléphone qui ne sait rien faire et voilà, et un ordinateur sur lequel j'achète des pyjamas entre deux moments où j'arrive pas à écrire, mais c'est tout ce que je fais c'est tout ce que je fais de répréhensible avec Internet. Donc je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que le rapport à l'intime est complètement dévoyé. Mais ça, je le constate, ne serait-ce que par la façon qu'ont les gens de prendre en photo ce qu'ils mangent. Parce que ça, j'ai pas besoin d'avoir des réseaux sociaux pour le voir. Je vois dans les restaurants des gens photographier leur assiette. Et aussi, moi, j'habite à côté des falaises. Je suis en Seine-Maritime, on est à côté des falaises. Et il y a pas mal de gens qui meurent en faisant des selfies. Et oui. Parce qu'ils sont là, ils se reculent et ils tombent. Mais c'est vrai. C'est horrible. Hein. Et donc, ça, je le vois. Et ça a à voir avec absolument vouloir se montrer, se manifester, se mettre en scène. Quelqu'un dit ça, j'entends ça dans la salle. Et alors, on peut dire... On pourrait me dire, bah toi, c'est facile pour toi, vu que tu n'arrêtes pas de te mettre en scène, tu passes à la télé, tu vois ta photo dans le journal, etc. Oui, peut-être. Ça m'a jamais fait spécial. C'est pas ça moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'écrire. Le reste, après, bon, bah, ça vient pas. Mais le rapport à l'intime et à la chose qu'on pourrait simplement vivre sans en faire la publicité, ça, je le vois. Et le fait que pour exister, il faut exister au carré, ça, je le vois. Et c'est exactement le contraire, c'est exactement la démarche inverse de celle que j'essayais de définir quand je disais il y a chez moi un personnage public et un personnage privé. Et le personnage privé, presque personne n'a accès. Parce que justement, il n'y a pas de... Parce que c'est très précieux, le fait d'exister uniquement, même parfois seul, de pouvoir avoir des moments où on est juste un point dans l'espace et ça va bien. Il n'y a personne qui a besoin de voir ça ou d'être le témoin de ça. Et donc je le vois à l'œuvre. Je vois qu'il y a cette... c'est une détresse pour moi, le fait d'avoir l'impression qu'on n'a pas existé tant que quelqu'un ne nous a pas vu exister. Et ça, c'est lié à sans doute plein de choses. Hein. Les réseaux sociaux en font partie, mais je pense que c'est pas la seule. Je pense que c'est pas la seule chose. Je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs. Vous savez qu'il y a un mot pour les gens qui meurent pas en prenant des selfies. Le Darwin. Non, ça c'est les Darwin Awards. Ah oui. Mais il y a le selficide. Merci pour ce nouveau mot que nous ajoutons à notre baleinier personnel.
Oui, on aura appris plusieurs mots pendant cette soirée. Ça sera peut-être mieux après, pendant la séance de dédicace d'Agnès de Sarthe à la librairie du Mage. Merci à vous d'avoir été là. Merci Agnès, bonne soirée. Merci beaucoup.